Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État, vous êtes chargé de l'action publique et des comptes publics. Vous êtes à Bercy, Bercy qui est au cœur de la contestation souvent pour les Gilets jaunes. Est-ce qu'il faut réprimer plus durement les dérapages, les violences qui ont eu lieu ce week-end samedi en particulier? Il faut que justice se fasse. Il y a des images que nous avons tous vues qui sont inacceptables, des prises à partie d'agents de des forces de sécurité, notamment des CRS. Nous avons tous vu ces images sur un pont. Il y a depuis des semaines des policiers, des gendarmes qui sont blessés, qui sont attaqués, et la justice doit être faite, tout simplement. Il faut que justice se fasse, mais est-ce qu'il faut être plus sévère? Un policier aujourd'hui interrogé dans Le Figaro dit c'est incroyable, il n'y a aucune peine de prison prononcée contre aucun des casseurs qui a été arrêté depuis le début des Gilets jaunes, seulement des aménagements de peine. Est-ce qu'il faut être plus sévère? C'est la question de la justice. C'est compliqué pour un membre du gouvernement, au titre de la séparation des pouvoirs, de dire à des magistrats, à des juges, ce qu'ils doivent faire. Vous pouvez estimer que la loi n'est pas suffisamment Ce que je souhaite, c'est punitive ou qu'à répressive? à chaque fois qu'un manifestant, à chaque fois, au-delà des manifestants, qu'un homme ou une femme s'en prend à un autre, et qui plus est, à un policier ou à un gendarme, à un dépositaire de l'ordre public, il faut que justice soit faite. Il faut qu'il y ait des interpellations. Je souhaite que celles et ceux qui se sont rendus coupables des actes délictueux de ce week-end soient interpellés, qu'ils soient remis à la justice, et je souhaite évidemment qu'ils soient condamnés sévèrement. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ces violences qui maintenant émaillent à peu près tous les samedis? Est-ce qu'il faut des listes de casseurs qui seraient interdits de manifestation, comme on le voit par exemple dans les stades pour les matchs de foot violents? Est-ce qu'il faut interdire le port de masques ou de cagoules? Un certain nombre de pistes sont indiquées ici ou là par des gens qui suivent ce genre d'événements, et est-ce qu'il faut les adopter? En France, le droit de manifester est un droit absolu. Oui. Et c'est un droit que nous protégeons et Oui. que le gouvernement a démontré protéger depuis le début de ce mouvement en particulier, puisque nous n'avons jamais interdit de manifestation. Nous avons demandé à ce qu'elle soit aménagée, qu'elle soit mieux encadrée et qu'elle soit déclarée. Est-ce qu'il faut en interdire quelques-unes? Je crois que lorsqu'il y a danger, il faut prendre les mesures qui s'imposent. Et aujourd'hui, nous voyons bien que ce mouvement, cette radicalisation du mouvement avec des manifestants moins nombreux, mais aussi qui peuvent être plus violents pour certains d'entre eux, cela doit être pris en compte. Si il y a un risque avéré, je n'ai aucune difficulté avec l'idée d'interdire. S'il y a des hommes ou des femmes qui sont manifestement dangereux, qui sont animés de mauvaises intentions, je n'ai aucune difficulté sur le fait de leur interdire la manifestation. Et d'ailleurs, lorsque, un certain samedi, des violences particulières étaient craintes, l'État, les forces de l'administration, les forces de sécurité ont interpellé de manière préventive un certain nombre de personnes qui étaient susceptibles de causer des troubles. Et c'est une chose Et ça a bien fonctionné. Cela avait bien fonctionné. Est-ce que ça ne met pas le doigt, ce que vous venez de dire, sur le fait que peut-être la préfecture de police ou le ministère de l'Intérieur, plus largement, a raté son affaire? En tout cas, ce week-end, on prévoyait probablement moins de manifestants. Il y avait moins d'hommes chargés de la sécurité sur le terrain. Et il y avait moins de manifestants aussi. Et il y a eu plus de débordements. Est-ce qu'il n'y a pas une faille, ou une faillite même peut-être, je ne crois pas, des forces de l'ordre et de police? Dans ce genre de situation, il faut se garder de tout jugement hâtif et de tout procès hâtif. Non, ma question ne cherche pas à avoir quelque chose de hâtif, mais de réfléchir. Est-ce que vous pensez que pour la 8e fois consécutive ou quasi consécutive, il n'y a pas une faille du côté des forces de police, à l'exception de ce samedi que vous avez cité où les choses se sont correctement passées? Il y a eu des débordements à chaque fois. Il y a eu des débordements, mais mon sentiment n'est pas à ce qu'il existe une faille ou une autre. Et je t'ai dit, l'occasion de votre question, pour souligner combien les policiers et les gendarmes sont mis à contribution et combien ils sont efficaces depuis le début de ce conflit. Ils sont confrontés à une violence qui sont inédites. Ils sont confrontés à des manifestations qui ne sont pas organisées et ils sont confrontés à la dispersion de ces manifestations avec des petits groupes extrêmement mobiles qui se répartissent dans Paris et dans les autres villes de province pour se livrer à un certain nombre de méfaits et d'actes délictueux. Pourquoi ils ne sont pas interpellés? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas interpellés? Juste 34 interpellations. Ça ne veut pas dire que tous les manifestants sont des délinquants, loin de là. Par contre, il y a un certain nombre d'entre eux qui sont dangereux et qui se livrent à des violences. Je crois qu'ils vont l'être. Je crois qu'ils vont l'être et je le souhaite. 34 je le journée samedi. Oui, mais avec aussi peu, avec un travail qui est mené aujourd'hui par la police, par la justice, pour mettre des noms sur un certain nombre de visages, identifier, localiser et faire en sorte que celles et ceux qui se sont livrés à des exactions puissent en rendre compte. Ceux qui soutiennent les actions violentes et qui ont applaudi, par exemple, au fait que le ministère de Benjamin Griveaux soit investi, défoncé avec un portail emporté par un engin de chantier. Tout cela disent on répond à une provocation de Benjamin Griveaux qui a employé des mots excessifs. Et c'est vrai que le gouvernement balance entre condamnation, fermeté et parfois des mots qui sont des mots agressifs et la compréhension vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes. Où est-ce qu'il faut trouver l'équilibre? Aucune violence n'est acceptable. Il n'y a pas de question d'équilibre ou pas d'équilibre.
aucune violence n'est acceptable. Est-ce que les mots du gouvernement parfois ne nourrissent pas la violence? Je ne crois pas. On ne s'en prend pas à un ministère, parce que c'est un symbole de la République. On ne s'en prend pas ni aux gendarmes, ni aux policiers, parce que ce sont aussi des symboles de la République, et que nous sommes dans un pays où le droit de manifester est garanti, mais où il s'inscrit aussi dans un cadre et des règles qu'il faut respecter. Le gouvernement a une appréciation de ce conflit qui est aussi équilibrée que possible. C'est-à-dire que nous entendons et nous avons répondu aux demandes en matière de pouvoir d'achat. Les mesures annoncées par le président de la République représentent plus de 10 milliards d'euros. Mais et les nous avons donné réponse aussi aux interrogations. Ces mots-là frappent et servent de prétexte. Juste pour aller au bout, il y a des réponses que j'ai rappelées, et il y a la condamnation des actes violents et des propos violents. Quand le président de la République parle de foule haineuse, il ne parle pas de tous les gilets jaunes. Il parle de celles et ceux qui, devant une préfecture incendiée, rient et souhaitent au préfet, à l'intérieur de la préfecture, de griller avec les meubles. Il parle de celles et ceux qui se livrent à des exactions, celles et ceux qui se livrent à des actes ou qui profèrent des slogans antisémites ou xénophobes, celles et ceux qui menacent de mort, celles et ceux qui s'en prennent à l'autorité publique. Et il y a une différence entre ceux-ci et puis l'immense majorité des gens qui manifestent, et surtout celles et ceux qui ne manifestent pas, et qui peuvent avoir les mêmes interrogations, les mêmes revendications qu'il faut entendre. C'est l'objet du grand débat, c'est aussi l'objet des réponses que nous avons déjà apportées. Alors justement, dans ce contexte tout de même très tendu, est-ce qu'un débat national, un grand débat national suffira? Je crois que c'est d'abord une étape nécessaire. Je ne sais pas si c'est suffisant, mais c'est une étape nécessaire. Une étape pour poser un certain nombre de sujets sur la table, pour rappeler quel est le montant de l'impôt, d'abord, comment il est réparti, à quoi est-ce qu'il sert, quels sont les services publics financés, pour rappeler comment l'équilibre des pouvoirs est organisé dans notre pays. Et puis peut-être aussi pour récapituler, entendre des propositions soit nouvelles, soit affinées. Qui viendraient des Gilets jaunes ou de leurs représentants, si toutefois il y a des représentants, vous disiez il y a quelques jours. Pardonnez-moi, qui viendraient de tout le monde. De tout le monde, parce y compris du gouvernement, vous voulez dire? Non, je parle de l'ensemble de la population. Il ne suffit pas de mettre un gilet jaune pour être légitime. Tous les Français ont la parole et tous les Français ont des choses à dire. Vous disiez il y a quelques jours qu'il serait sain qu'un débat s'instaure sur le fait de pouvoir payer ou de devoir payer l'impôt sur le revenu dès le premier euro de revenu. Est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, alors que moins d'un Français sur deux paye l'impôt sur le revenu, ce débat est audible? Et tous les Français payent la TVA, donc d'une certaine manière, tous payent des impôts. Et vous parliez d'ailleurs de l'impôt sur le revenu. C'est un débat qui a été ouvert par une députée de la majorité, et c'est un débat qui renvoie à la question de la progressivité. Oui. Est-ce qu'il faut que 100% des Français payent l'impôt sur le revenu? Je disais dans la même déclaration que ma conviction n'était pas faite sur la nécessité ou non de mettre en place une telle mesure. Mais je disais que c'est un débat intéressant, parce que cela renvoie au lien qui existe entre le fait de contribuer et la citoyenneté, entre le fait de contribuer et d'être légitime à exiger un service public de qualité. C'est un débat qui est presque un débat philosophique sur l'organisation de la société, et j'ai la conviction qu'à travers le grand débat, il sera ouvert. Quel sera son débouché, je ne le sais pas. Est-ce que vous avez une préférence? Est-ce que vous pensez que, clairement, les Français devraient tous payer, à due proportion de leur capacité, un impôt sur le revenu? Je le répète, je pense que les Français payent déjà tous des impôts au travers des impôts directs et indirects. Sur l'impôt sur le revenu, je pense qu'il faut être prudent parce qu'on sait combien c'est inflammable, mais je pense que plus le lien est direct, plus il est facile à identifier entre un contribuable et le fait d'être citoyen, et mieux c'est. Est-ce que ça doit concerner tous les Français? J'en conclus que vous êtes en tout cas... Je n'en suis pas convaincu pour une raison, c'est que ceux qui ont les revenus vraiment les plus bas, tout prélèvement devient véritablement difficile à supporter. J'en conclus en tout cas que vous êtes favorable à l'idée d'un élargissement du nombre des Français qui payent l'impôt. Je pense qu'il faut renforcer le lien entre les Français et l'État. Et donc vous le dites d'une façon plus conventionnelle, mais c'est à ça que ça aboutit. Entre les Français et les services publics. La taxe d'habitation pour tous, supprimée pour tous, c'est peut-être quelque chose qui est déjà derrière nous. Bruno Le Maire hier a dit que la deuxième phase de cette suppression de la taxe d'habitation, qui concerne les personnes les plus riches, pourrait être reportée. Ça y est, vous reculez? Il n'y a pas de question de recul. Le président de la République avait pris un engagement pendant la campagne présidentielle. Cet engagement, c'était de supprimer la taxe d'habitation. Mais depuis rappelé à l'ordre par le Conseil constitutionnel. Pour 80% des ménages. Depuis rappelé à l'ordre par le Conseil constitutionnel, il a étendu ça à l'ensemble des Français. Ça n'est pas un rappel à l'ordre. Le Conseil constitutionnel a validé la suppression de la taxe d'habitation en 3 ans pour 80% des Français et a dit qu'il mesurerait le respect du principe d'égalité à la manière dont seront traités les 20% restants. Ce qui est assez clair, ça veut dire qu'il faut une égalité des citoyens devant l'impôt. À dire qu'il souhaitait une suppression progressive de la taxe d'habitation pour tout le monde. Nous sommes dans un caractère et dans une démarche progressive. Nous devons regarder cela de très près. L'objectif est à la fois de respecter le droit, parce que c'est une évidence, de diminuer les prélèvements obligatoires, et nous avons commencé à le faire pour 80% des ménages, avec une économie en moyenne de 200 € par an sur la feuille de taxe d'habitation adressée en septembre 2018. Nous avions déjà dit que pour les 20%
restants, en tout cas qui ne sont pas concernés plus par aisés, l'exonération, oui. les choses seraient traitées entre 2021 et 2022. Ça nous laisse un peu de temps pour clarifier ce débat. Donc il ne faut pas lâcher sur ce domaine. Je ne crois pas. Il faut maintenir la perspective de supprimer la taxe d'habitation pour tous. À terme, en tout cas, il faut trouver un système de fiscalité qui soit le plus juste et qui soit respectueux du droit. Alors on aura le temps de le vérifier et d'en reparler. Merci Olivier. Merci à vous.